Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs de service, chers amis de la presse, il me plaît de saluer du fond du cœur votre présence à ce point de presse qui s'inscrit dans la lutte contre la maladie du coronavirus, le Covid-19. En effet, cette maladie constitue aujourd'hui un défi planétaire de santé publique. Face à cette situation d'extrême gravité, le gouvernement, conformément à l'engagement sans équivoque du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris des décisions idoines qui sont connues de tous. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se félicite de cette réaction à la hauteur de nos attentes. Dans le cadre des instructions du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, aux membres du gouvernement, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en place un plan de riposte sectoriel. L'objectif de cette rencontre est de mettre en lumière l'apport de mon département dans la lutte contre cette maladie. Ainsi, une des mesures immédiates prises a été de fermer les structures d'encadrement de la petite enfance, conformément à la décision du Conseil national de sécurité. L'urgence nous conduit également vers les pouponnières d'Abidjan. Nous avons été à Yopougon et à Diamé en vue de nous assurer de la mise en place des conditions de protection des tout-petits encadrés dans ce centre. Des sessions d'information et de formation ont été données aux encadreurs sur les mesures urgentes à respecter, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du masque, le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les uns et les autres. Toutes les activités d'animation venant d'organisateurs extérieurs ont également été annulées purement et simplement. Un des volets principaux de la stratégie de mon département ministériel porte sur la prévention de la transmission de la maladie à coronavirus. Je l'ai déjà souligné, nous renforçons donc les capacités des responsables des structures sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, des travailleurs sociaux, des organisations de la société civile et des partenaires. Cela est très important pour la réussite du combat que nous menons pour la protection de nos cibles. La prévention est le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid au sein des communautés. C'est par l'information et la sensibilisation qu'on pourra amener les populations, notamment les plus vulnérables, que sont les familles démunies, les femmes et les enfants, à changer de comportement. À cet effet, nous avons élaboré un plan de formation dont la mise en œuvre a démarré le 24 mars 2020 par les responsables des établissements de protection de remplacement que sont les pouponnières de Yopougon et d'Adiamé et leurs encadreurs. Conformément aux orientations du gouvernement, invitant à utiliser les approches innovantes, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est engagé à accélérer ces formations à travers l'enseignement à distance. Pour ce faire, le ministère a fait appel à l'expertise de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en vue d'organiser des sessions de formation en ligne. Les sessions de formation seront animées par un expert du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dès la semaine prochaine, 250 participants répartis sur l'ensemble du territoire dans 12 régions seront formés en ligne simultanément, bien sûr en respectant les mesures sanitaires, lavage des mains, distanciation sociale, port de masque, et seront mis en mission pour sensibiliser les communautés et les familles sur les mesures de protection contre la pandémie. Les autres régions bénéficieront également de la formation. Et il est prévu la sensibilisation de 10 000 familles à partir de leurs smartphones connectés. Et la sensibilisation se fera en français, mais aussi dans les langues locales, selon les cibles.
Ce mode de renforcement des capacités aura un fort impact sur la réduction de la propagation du Covid-19. Mesdames et messieurs, un second volet de la réponse est lié à la protection et à la prise en charge des enfants vulnérables. Je voudrais ici saluer tout le personnel médical et soignant, les chercheurs, l'industrie pharmaceutique. Oui, les enfants constituent la frange la plus vulnérable et la plus exposée aux risques, ce qui a conduit le gouvernement en toute responsabilité à fermer les écoles conformément à la décision du Conseil national de sécurité. La protection des enfants les plus vulnérables est une priorité pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en cette période de crise sanitaire, notamment les enfants en situation de rue. Nous nous soucions particulièrement pour cette frange des enfants vulnérables, dits enfants en situation de rue. Ils vivent dans des espaces publics. Ils n'ont pas accès aux dispositifs d'hygiène et à la propriété corporelle. Beaucoup ont des contacts avec les objets souillés dans les rues, notamment les gants, les masques de protection déjà utilisés, donc qui sont pleins de germes. Ce qui multiplie les risques de contamination à la maladie liée au coronavirus. Ces enfants ont peu accès à l'information et à la communication sur la pandémie qui sévit, ce qui les expose davantage. Pour l'heure, face à la menace du Covid, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en place un plan d'urgence de prise en charge de ces enfants. Ce programme consiste à les regrouper dans des centres où ils bénéficient d'une assistance alimentaire et sanitaire et avec une sensibilisation sur le Covid-19. Je salue donc les fondations, les ONG qui nous accompagnent dans cette noble et importante mission. C'est aussi l'occasion de profiter de ce regroupement pour affiner les écoutes de ces enfants afin de faciliter la réunification familiale, de planifier des projets de vie pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un programme national de prise en charge de ces enfants au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui fait des équipes de rue le soir pour essayer de ramener ces enfants par une approche psychologique en famille pour pouvoir les rescolariser, pour les déscolariser. Je voudrais également saisir l'occasion ici pour saluer tous les donateurs qui n'ont de cesse de venir en soutien aux familles et aux enfants démunis. Et j'appelle encore, bien sûr, à plus d'engagement pour soutenir les ménages durement touchés et impactés négativement et accompagner les actions gouvernementales déjà importantes. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce sujet citer le programme Sécurité alimentaire et nutrition coordonné par la primature pour faire face au Covid-19 et doté d'un budget de 43 milliards. Dans le cadre de ce programme, plusieurs actions sont en faveur des enfants vulnérables, telles que l'organisation des repas pour les enfants de la rue qui ne sont pas encore hébergés, la distribution de vivres aux enfants en situation de rue mais confinés, qu'on a pu placer en institution, une centaine d'enfants, la prise en charge de 10 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition grave et la distribution de vivres aux centres spécialisés que sont nos pouponnières, qui comptent 312 enfants, et les orphelinats, 326 enfants. Nous avons également le Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, dénommé Fonds spécial de solidarité Covid-19, créé par le gouvernement le 14 avril 2020, qui prend en compte les enfants et les adolescents vulnérables des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue confinés du fait du Covid. S'agissant donc du volet 3, c'est-à-dire la famille, les mesures sanitaires et sécuritaires contribuent à lutter contre la propagation du virus.
Toutefois, force est de reconnaître qu'elles ont des conséquences sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations vulnérables du fait de la fermeture de certains marchés, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Et les ménages vivant sous le seuil de pauvreté, qui est même en baisse en Côte d'Ivoire, sont les plus touchés. Ces mesures entraînent ainsi la perte de revenus des familles les plus vulnérables en raison des difficultés d'exercer certaines activités informelles ou de la fermeture, comme je l'ai dit, de certains marchés. Alors, plusieurs actions sont conduites par le gouvernement avec l'appui des partenaires en faveur des familles les plus défavorisées. Vous avez d'abord l'identification des familles démunies et la distribution à ces familles de kits sanitaires, de vivres et de non-vivres, et leur sensibilisation à la prévention du Covid-19 par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons déjà 2000 familles qui ont été sensibilisées dans ce sens. Nous pouvons également relever la contribution du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au plan d'urgence des secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour faire face à la pandémie du Covid. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant y contribue à différents niveaux, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et ceci par la mise à disposition de ces travailleurs sociaux qui sont très compétents pour aller dans les communautés, pour pouvoir sensibiliser les communautés qui ont les mots qu'il faut pour les communautés, pour les familles, pour les enfants. Également, la distribution, nous participons également à la distribution de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes. C'est dans le programme, il y a 5208 femmes qui sont concernées, et aux femmes allaitantes et aux personnes vivant avec le VIH-Sida, 16 000 personnes concernées. Nous avons également la distribution de vivres aux ménages d'orphelins et enfants vivant avec le VIH-Sida. Et 350 ménages sont concernés, 1500 orphelins et enfants vivant avec le VIH-Sida sont concernés. Le Fonds spécial Solidarité Covid-19 prend également en compte les personnes rendues vulnérables par les effets du Covid et leurs familles. Les familles des personnes indigentes décédées du fait du Covid-19 sont également prises en charge par ce fonds. Et le fonds fait une large part aux familles en situation de précarité, notamment les femmes chefs de famille. Il en est de même du fonds pour le secteur informel où les femmes sont concernées grandement. Alors, pour le volet concernant la prise en charge des femmes, il faut dire que la plupart des problèmes de santé publique impactent différemment les hommes et les femmes. Oui, mesdames et messieurs, lorsque les systèmes de santé sont mis à rude épreuve, les femmes payent le plus lourd tribut, comme c'est le cas dans la pandémie due au coronavirus, bien que les hommes soient beaucoup plus affectés que les femmes, selon les statistiques de l'OMS. Au plan économique, les femmes qui sont en majorité dans le secteur informel vont de ce fait ressentir plus durement la baisse des activités économiques. Elles sont les plus nombreuses dans le secteur informel, si lourdement touchées par la pandémie. Restauration, vente dans les marchés, les maquis, les petits commerces quotidiens, main-d'œuvre agricole, etc. Alors, les acquis obtenus grâce aux différents fonds qui ont permis à un grand nombre de femmes de sortir de la précarité, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la Première Dame, le Fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et le Fonds de l'entrepreneuriat féminin au ministère en charge des PME. Alors, tous ces acquis risquent d'être compromis si la crise perdure, d'où l'importance de la prévention. Au plan sanitaire, ce sont les femmes en majorité qui ont en charge les soins des personnes malades ou confinées à la maison, qui accompagnent les enfants à l'hôpital. Ce sont les femmes en majorité. Les femmes courent donc de ce fait des grands risques de contamination. Au plan social, l'expérience a démontré qu'en situation d'insécurité alimentaire,
consécutive à de graves crises, comme aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19, les femmes principales pourvoyeuses en vivres et à qui est dévolue la préparation des repas pour la famille peuvent être exposées à des violences domestiques en cas d'insécurité alimentaire consécutive à la crise sanitaire. L'actualité nous révèle en effet chaque jour les cas de violences basées sur le genre en milieu familial et les cas de violences sexuelles. Une réponse efficace doit prendre en compte ces dynamiques de genre et de vulnérabilité dans une logique de ne laisser personne pour compte. C'est pourquoi le Fonds spécial Solidarité Covid-19 fait une large part aux femmes en situation de précarité, comme je l'ai dit, les femmes chefs de famille, également les femmes entrepreneurs, pour les sortir de la précarité, d'en faire des véritables entrepreneurs. Outre la mise à disposition de ces fonds, il est important d'intégrer les dimensions de genre et de vulnérabilité dans les plans de réponse au Covid-19 pour s'assurer que les besoins différenciés sont correctement pris en compte. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a en outre un programme important conjoint avec ONU Femmes et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de soutenir les organisations féminines qui peuvent jouer un rôle crucial en veillant à ce que les messages de santé publique ciblent correctement les femmes, y compris les plus marginalisées. Également, nous avons comme mission d'assurer la disponibilité de données ventilées par sexe et par âge et à documenter les vulnérabilités. Et également d'élaborer un plan de réponse contre les violences basées sur le genre dans le contexte de la pandémie. Chère population de Côte d'Ivoire, je terminerai mon propos liminaire sur une question brûlante et inacceptable en ces temps de confinement. Il s'agit des violences à l'égard des femmes et des filles qui continuent malgré les efforts importants faits par le gouvernement pour y mettre fin. La crise que nous traversons impose de protéger les plus faibles. Le stress ne saurait être un prétexte pour la prolifération des mauvais traitements à l'égard des femmes et des filles. En période de pandémie, les violences faites aux femmes sont une réalité. Des faits extrêmement graves de violences domestiques sont portés à notre connaissance et nous avons mis en branle, bien sûr, toute notre artillerie, si je peux m'exprimer ainsi, puisque nous sommes dans un combat, les 62 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, sur toute l'étendue du territoire, afin que les cas soient systématiquement dénoncés et pris en compte. Nous avons également le centre Pavios, dans la commune d'Atiekoubé, qui est un centre de référence dans la prévention et la prise en charge intégrée des femmes victimes de violences, qui est en cours de réhabilitation afin d'accueillir toutes les victimes de violences basées sur le genre qui sont en situation de détresse, qui ne savent pas quoi faire, où aller. Alors, une vidéo très choquante circule depuis hier sur les réseaux sociaux relativement à une jeune dame qui a sauté du 3e étage d'un immeuble suite à des violences conjugales. La collaboration avec la police a été très fructueuse et a permis au commissariat du 38e arrondissement de Yopougon d'interpeller le mari. Une enquête est ouverte et les différentes auditions du mari, de la victime et des voisins sont en cours. Le procureur de la République du tribunal de Yopougon est saisi. Les résultats de l'enquête vous seront communiqués dans un bref délai. Alors, c'est pour ça que je tiens à féliciter la police nationale et les forces de l'ordre en général pour cette promptitude et pour la collaboration. Parce que la police nationale également participe à la plateforme de violence basée sur les genres. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous sommes résolument engagés à nous battre nuit et jour contre les violences basées sur le genre. Plus aucune femme et plus aucun enfant ne devront subir
impunément des violences. Ces actes sont punis lourdement par la loi pénale. J'invite donc les populations, toute personne témoin de ces actes, de les dénoncer en appelant les numéros d'urgence suivants 20 25 00 40 100 ou bien 111. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a élaboré donc un plan de communication en direction de ses principales cibles, c'est-à-dire la femme, famille, les enfants et les populations dans leur ensemble, pour les informer de toutes les actions de son plan de riposte et les amener à adopter des comportements, attitudes et pratiques recommandés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour éviter la pandémie du Covid-19. Aussi, pour conclure mon propos, voudrais-je rendre hommage aux journalistes qui aident le gouvernement et ses partenaires en relayant les actions qu'ils mènent sur le terrain ou celles à venir. Le changement de comportement de nos populations est lié à la justesse de l'information. Et c'est donc dans cette synergie d'action que nous vaincrons cette terrible maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le ministre, je dirais, pour cette brillante prestation bien détaillée, avec des informations, des actions, des mesures bien précises pour chacune des composantes du département de la femme, de la famille et de l'enfant. Merci beaucoup, professeur. Et maintenant, nous allons accueillir ici le docteur Edith Clarisse Kwasi pour le point sur la situation sanitaire. Docteur Kwasi. Madame la ministre, Monsieur le commissaire principal, Mesdames et Messieurs de la presse. Bonsoir, je vous fais aujourd'hui le point de la maladie à Covid-19 du 18 avril 2020. À la date du 17 avril 2020, la Côte d'Ivoire comptait 742 cas dépistés positifs au Covid-19, 220 patients guéris après infestation par le Covid-19 et 6 décès, tels qu'annoncés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. 93% de ces cas proviennent du Grand Abidjan et majoritairement des districts sanitaires de Cocody-Bingerville et de Trècheville-Makori qui regroupent dans leurs aires sanitaires les communes de Cocody et de Makori les plus touchées. Pour mémoire, un district sanitaire ou unité opérationnelle de l'action sanitaire peut comprendre plusieurs aires sanitaires. Je fais ces précisions pour éviter d'éventuelles incompréhensions. Quand je dis le district de Cocody-Bingerville, ça veut dire que le district prend en compte la commune de Bingerville et de Cocody. Mais là où il y a plus de cas, c'est bien évidemment Cocody. Ces données cumulées prennent en compte les 54 nouveaux cas de Covid-19 et les 27 nouvelles guérisons de patients dépistés positifs au Covid-19 de la journée d'hier. Depuis un certain temps, nous assistons à un accroissement du nombre de cas positifs au Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel à la vigilance et à l'adoption de mesures barrières seules efficaces pour se prémunir contre le virus dans le contexte actuel. Il voudrait par ailleurs féliciter les 2 personnes affectées directement par le Covid-19, dont une guérie et l'autre en phase de rémission, qui ont accepté volontairement de témoigner à visage découvert pour sensibiliser sur la réalité de la pandémie dans notre pays, mais surtout sur les chances de guérison. Que faut-il donc retenir? 1. Le Covid-19 est présent en Côte d'Ivoire. 2. Il est dangereux et très contagieux. Il peut être mortel. 3. Seuls 7% de cas concernent l'intérieur du pays. Préservons tous l'intérieur du pays. Il y va de l'intérêt général. 4.
Les personnes vulnérables constituées par les personnes âgées ou les personnes présentant des pathologies sous-jacentes telles que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., sont les plus exposées aux formes graves ou compliquées de la maladie. 5. Les jeunes, qui représentent la frange la plus importante de la population en Côte d'Ivoire, sont susceptibles, s'ils ne s'engagent pas dans cette lutte, d'être également la plus grande source de contamination et de propagation de la maladie, la pandémie au Covid-19 dans notre pays. 6. Le nombre de cas continue d'augmenter, traduisant le fait que nous soyons toujours dans la phase d'ascension de la pandémie dans notre pays et qu'il faille persister dans la lutte par la mise en œuvre des recommandations du gouvernement et en particulier par la forte adhésion aux mesures barrières. 6. Pour répondre un peu aux préoccupations des journalistes et des internautes, il y a un lien entre le nombre de prélèvements et les résultats en termes de nombre de cas et par ricochet le nombre de guéris. Plus on dépiste, plus on a la possibilité de détecter les cas positifs si la circulation du virus est active. Plus il y aura de cas positifs pris en charge correctement, plus le nombre de guérisons augmenteront. Nous voulons ici nous arrêter pour féliciter et encourager le personnel de santé pour leur professionnalisme et préciser que, dans notre point d'hier, nous n'avons pas établi de lien direct entre les guérisons et l'acquisition de l'hydroxychloroquine. 7. Le dispositif de riposte sanitaire, conformément au plan national de riposte au Covid-19, se renforce progressivement par la disponibilité de sites de prélèvement, notamment celui de Cocody, en vue d'augmenter les capacités de dépistage. Le renforcement des possibilités de prise en charge de cas liés au Covid-19, à l'INGS, au VITIP, au SMIT, etc., le réseau d'établissements pour la prise en charge en train d'augmenter. À côté de cela, il faut voir les chantiers en cours au CHU de Yopougon, au CHU de Cocody, à l'hôpital militaire d'Abidjan, à l'hôpital général d'Aniamant pour la prise en charge adéquate des cas liés au Covid-19, entre autres. L'acquisition de matériel et équipements, dont les masques. Le plan d'approvisionnement d'urgence des structures sanitaires au 15 avril 2020 était réalisé à 100% selon les prévisions de la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'acquisition de médicaments tels que l'hydroxychloroquine, qui fait partie de la liste des médicaments de l'arsenal thérapeutique, donc susceptible d'être utilisé selon le protocole défini par les experts, au profit des professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge des cas liés au Covid-19. En Côte d'Ivoire, ce protocole associe donc plusieurs médicaments. Les schémas thérapeutiques sont en fonction du stade de la maladie et du terrain du sujet. À ce stade, je voudrais que les questions de traitement soient laissées aux professionnels de la santé, car le risque de malcompréhension des propos ou de ruer vers l'automédication est grand. Ainsi, devant toute préoccupation ou signe faisant évoquer le Covid-19 tel que la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux et de difficultés respiratoires, vous êtes prié de joindre les numéros gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Nous recommandons enfin une appropriation forte des mesures barrières, à savoir limiter nos déplacements pour réduire le risque d'exposition au Covid-19, mais également sa propagation si nous en étions porteurs. La distanciation sociale qui participe également à la réduction de ce risque. Se laver régulièrement la main à l'eau et au savon pour maintenir une hygiène permanente et éviter de s'auto-contaminer. D'utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques. De tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude. Du port du masque communément appelé cache-nez, accompagné d'une bonne hygiène des mains, en général et de manière obligatoire de le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, de l'épidémie, de la pandémie, comme on dit, dans notre pays. De rester confiné chez soi pour les personnes âgées ou vulnérables. Nous voulons juste préciser que les mesures barrières ne sont pas au choix. Elles sont à faire ensemble, à les respecter ensemble. Il est également rappelé le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire des cas liés au Covid-19, à savoir le confinement à domicile sous surveillance des autorités sanitaires, le confinement à l'INGS pour les sujets contacts,
la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIV et le SMIT, qui est le centre de référence, et la gratuité totale de cette prise en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup. On constate que la tribune est vraiment une tribune d'échange, une tribune d'information. Tout à l'heure, le professeur Lee Bakayoko indiquait qu'il ne fallait pas enlever les masques n'importe comment. Elle m'a indiqué qu'il fallait faire comme ça pour l'enlever et vous remettre comme ça. Voilà, donc nous en tenons compte. J'espère que c'est vraiment comme ça que... professeur, j'espère avoir... Ok. On va y aller, on va réussir en tout cas. Alors maintenant pour le point sécuritaire, je voudrais accueillir ici le commissaire principal Charlemagne Bleu. Mon commissaire. Merci, M. Bakary Sanogo. Madame le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, il ne faut pas écorcher. Madame la représentante de Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale, au 26e jour de la mise en application des mesures subséquentes à l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier par le chef de l'État, nous sommes heureux de vous faire les points suivants. Point de ce jour, la nuit d'hier 17 au 18, interpellés 16 au plan national, 2 à Abidjan, 14 à l'intérieur du pays. Assistance à personnes dans le besoin. Pendant le couvre-feu, 28, 17 à Abidjan, 11 à l'intérieur du pays, dont 15 pour urgence sanitaire et sociale et 13 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent donc à la continuité du service public. Engins mis en fourrière, 6, tous à l'intérieur du pays, 1 tricycle et 5 motos, 0 à Abidjan donc. Corps enlevé, 6 au total. Décès suite à mort naturelle. Engré, Trècheville et Port-Boué, tous conduits dans les différentes morgues de ces quartiers. Ce qui nous fait un point global à ce jour, au titre des interpellés, 801 individus interpellés pour violation de couvre-feu. Abidjan 89, intérieur du pays 712. Au titre des assistances à personnes, 374, Abidjan 248, intérieur 126. Au niveau des engins mis en fourrière, 289, Abidjan 94, intérieur 195. Et les corps enlevés pour décès naturel, je le répète, 61 corps, 55 à Abidjan et 6 à l'intérieur du pays. Nous sommes également, j'allais dire, fondés à la suite de Madame le ministre pour constater une résurgence observée par tous, donc des cas de violence conjugale. Le cas d'hier à Yopougon qui circule sur la toile n'est pas le seul. Il y a également Vavois et plus loin Katiola. Ce qui a fondé notre ministre, le ministre de la Sécurité, à faire le communiqué suivant à l'endroit de nos compatriotes. Il nous a donné de constater la circulation de vidéos et images dégradantes sur la toile mettant en scène de violences conjugales commises sur les femmes et ou des enfants mineurs pendant la période du couvre-feu de 21h à 5h du matin. La police nationale, voire les FDS en général, tiennent à rassurer les populations que ces actes
d'illégalité manifeste sont prévus et punis par le Code pénal ivoirien. Invitons par conséquent tout témoin ou acte ou victime de tels faits à en dénoncer les auteurs sans délai au numéro suivant 20 25 00 40 100 111 pour le PC principal ou 20 22 16 33 03 79 44 pour la préfecture de police d'Abidjan ou au 170 pour la police secours au plan national dans toutes les villes où vous trouverez, là où il y a un commissariat ou une préfecture de police, le 170 répond toujours à la police et le 180 pour les sapeurs-pompiers, militaires ou civils. Il existe par ailleurs dans nos services de police des cellules de prévention, de répression et de prise en charge psychologique des victimes de violences basées sur le genre, en abrégé VBG. Nous invitons donc tous nos compatriotes de quelque nature sociale, en tout cas, à s'adresser à leur police ou leur gendarmerie pour dénoncer ces faits. La deuxième communication spéciale porte sur la volonté de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à actionner et bonifier la capacité opérationnelle de ces hommes sur le terrain. Donc hier, il lui a été donné donc de faire des dons au directeur général de l'ONPC, des dons d'une valeur de 104 253 000 en matériel opérationnel et non opérationnel au profit des centres de secours d'urgence sur le territoire ivoirien. Entendez par secours d'urgence les pompiers civils. Notre troisième communication porte sur la pratique collective du sport en cette période d'état d'urgence. Je voudrais ici réitérer l'appel lancé il y a une semaine à l'endroit de nos sportifs et autres athlètes de toutes catégories qui, en cette période, nonobstant les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire, continuent de pratiquer le sport collectif dans nos quartiers et villes de l'intérieur du pays. Je tiens à leur préciser que tous ces sites de pratique sont exhaustivement répertoriés par nos forces, que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre en charge de la sécurité et de la défense, inviter instamment à prendre main de façon ferme sur l'application des mesures gouvernementales en vigueur irrelatives et demander à nos présidents de fédération, dans l'encadrement qui leur incombe, de continuer à sensibiliser nos athlètes pour que cesse la pratique du sport collectif, pour laisser place à celle justement du sport individuel qui est fortement et vivement recommandé en cette période. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toutes questions et préoccupations liées à la sécurité. Merci beaucoup au commissaire principal Charlemagne Bleu. Cette tribune est véritablement une tribune d'échange, de participation. Et nous avons ici et là des commentaires, des suggestions. J'en prendrai tout à l'heure. Mais je voudrais déjà vous rappeler que pour toutes vos préoccupations, mesdames et messieurs, vous avez à votre disposition le mail suivant, infocovid19@gouv.ci. infocovid19@gouv.ci, et que vous avez également un numéro WhatsApp 225 66 22 22 22. Les internautes qui nous suivent manifestent un intérêt en faisant des suggestions, en posant des critiques, en faisant des critiques. Je vais ici, ce ne sont pas forcément des questions, en noter pour Madame le ministre, pour le ministère de la Santé, pour également le porte-parole de la police nationale. En quoi consistent les tests
Et combien de temps prennent-ils et combien de temps avons-nous et en combien de temps avons-nous les résultats? Merci infiniment pour le point de presse qui nous permet à tous les Ivoiriens d'avoir un résumé immédiat sur la situation du pays durant la pandémie. Seul le travail en équipe nous permettra d'y arriver. Le numéro que vous donnez, on appelle, ça met quelques moments pour avoir quelqu'un au bout du fil. Tantôt on dit que ça ne décroche pas. Je pense que c'est quelque chose à voir. Nous le rapportons ici le plus honnêtement du monde. Nous notons aussi cette préoccupation d'un internaute au sujet de la violence faite aux femmes et qui se résume en ceci. Madame, la violence, c'est pas seulement faite aux femmes, celle faite aux femmes, il y a aussi des violences faites aux hommes. Parlez-en aussi, Madame le ministre. Voilà donc quelques questions, quelques préoccupations qui ne nécessitent pas forcément des réponses. Un internaute note également qu'il faut prendre en compte la titularisation des enseignants de 2018 concernant leur matricule. Je sais que, madame, vous n'êtes pas le ministre en charge de ces questions, mais je sais que vous saurez prendre bonne note pour remonter ces éléments à vos collègues ministres. Juste pour vous dire qu'il y a un intérêt que les internautes participent, font des suggestions, posent des questions. Ici, nous allons prendre 5 questions, comme c'est la pratique. S'il y en a plus, on les prendra. Mais déjà, pour commencer, la première intervention à partir de ce site. Bonjour, ma question est adressée à Dr Kouassi. Des centres de dépistage seront mis en place sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, à quel niveau sommes-nous avec la mise en place de ces centres de dépistage? Merci. Aboubakar Sédik, Web TV Rassemblement. Deuxième intervenant. Oui. Alors, Madame le ministre, pour le moment, nous allons prendre cette question et plus les réactions que nous avons eues tout à l'heure des internautes. Une autre question, il y a une question sur la disponibilité du test à l'intérieur du pays. Voilà, je lis ça pour Madame la conseillère technique. La communication pour le changement de comportement. Voilà, ce n'est pas forcément des questions, ce sont des remarques. Voilà. Madame le ministre, vous avez la parole pour les questions qui vous concernent. Merci, Monsieur le Directeur général du CICG. La question que j'ai retenue et qui me concerne, c'est que les violences basées sur le genre, ça concerne aussi les hommes. Mais nous sommes contre toutes les violences basées sur le genre. On n'a pas dit les violences faites aux femmes, on a dit basées sur le genre. Mais pourquoi nous insistons par rapport aux femmes? Parce que nous avons les statistiques de nos plateformes. Sur 100 cas de violence basés sur le genre, vous avez 91% sont des femmes. Oui, sur 800 cas de violence sexuelle, vous avez 72% qui sont des enfants. Voilà pourquoi c'est des cibles très importantes. Ce sont des cibles très importantes pour nous, mais nous sommes contre toute forme de violence. On doit vivre en paix. Tout le monde doit vivre en paix. Tout le monde doit vivre sa vie. Tout le monde doit contribuer au développement du pays. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que je n'ai pas retenues. Monsieur le directeur général pourrait me rappeler si jamais. Il y en a qui disent qu'il faut prendre en compte les handicapés. Mais bien sûr. Ils ne sont pas forcément de votre ressort. Non, si les handicapés, les enfants handicapés, nous les prenons en charge, les pouponnières d'ailleurs, nous avons
beaucoup d'enfants handicapés. Nous prenons en charge aussi les femmes handicapées. Nous, c'est la famille, c'est la femme, c'est l'enfant. En fait, c'est toute la société, mon ministère. Donc, on travaille avec le ministère en charge de l'emploi et de la protection sociale pour la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Le ministère de l'emploi et de la protection sociale qui a fait un travail important qui a permis la prise, l'embauche de plusieurs handicapés dans nos différentes administrations. Voilà. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vous avez plusieurs handicapés qui travaillent dans notre ministère. Merci. Vous pourriez toujours revenir tout à l'heure. Et maintenant, pour les questions liées à la santé, Docteur Kwasi, vous avez la parole. Quels sont les tests qui sont pratiqués? En attendant d'explorer d'autres tests, puisqu'il y a beaucoup de tests, il y a les sanguins, il y en a directement dans les mucosités au niveau du nez. À l'heure actuelle, il s'agit de prélèvements directs dans le nez et avec les écouvillons, et c'est ce prélèvement-là qui est acheminé vers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, qui reçoit tous les échantillons qui viennent de partout, de la Côte d'Ivoire, et qui les technique. Selon un procédé, selon ce qui a été dit, c'est au moins 6 heures à 8 heures de temps, au moins. Au départ de la crise, ce n'était pas possible de le faire ici. Mais le pays s'est doté des moyens pour renforcer les capacités de l'Institut Pasteur. Et donc, le temps de résultat s'est raccourci par rapport à envoyer l'échantillon à l'extérieur du pays. Ça, c'est de 1. De 2, dans le plan de riposte au Covid, il est prévu de renforcer les capacités également d'autres laboratoires, notamment à Abidjan, le CEDRES, le Retrossi, et à l'intérieur du pays, entre autres, au niveau du CHU de Boaké, le laboratoire du CHU de Boaké qui était déjà de type P3, donc qui faisait déjà un certain nombre d'examens sur le virus, notamment le VIH et autres. Donc, ce dispositif est en cours. Mais pour le moment, 93% des personnes atteintes du Covid-19 sont à Abidjan, dans le Grand Abidjan. Donc l'urgence étant de commencer de renforcer le dispositif Abidjan, sans oublier l'intérieur du pays. Pour l'heure, le système de santé est organisé en districts. Il y a 2 versants, le versant administratif et le versant offre de soins. Il y a 3 niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. Tertiaire, c'est Abidjan. Niveau intermédiaire, c'est les hôpitaux généraux et les CHR, et au niveau premier contact. Donc, toutes les directives ont été communiquées aux directeurs régionaux et aux directeurs départementaux de la santé, de sorte que s'il y a un cas suspect, ils ont identifié dans les centres de santé des endroits pour les isoler, pour que le prélèvement soit fait, acheminé vers l'Institut Pasteur pour techniquer le résultat rendu et la prise en charge faite. Comme j'ai dit, confinement à domicile, il y a dans des structures dédiées, et puis les cas suspects, chez nous, ici à Abidjan, c'est à l'INJS. Mais à l'intérieur, chaque région et district sanitaire se préparait pour identifier un dispositif en attendant que les infrastructures adéquates soit disponible à échelle de toute la Côte d'Ivoire. Au niveau des centres de dépistage, il y avait une quarantaine qui était attendue sur toute l'étendue du territoire, dont 13 au moins à Abidjan. Ce qui est fonctionnel, je pense depuis 2 ou 3 jours, c'est celui qui est en face de Saint-Jean-de-Cocody, vers l'ancienne gare de Roro. Sinon, les quartiers, certains quartiers comme Yopougon, la BAE, les travaux ont été arrêté pour ce que vous savez, ça a été vandalisé. Donc, c'est à reprendre certainement. Au niveau de Koumansi, au niveau de Makori et de Trècheville, il y a des sites qui seront aménagés. Le point vous sera communiqué par les personnes ressources quand ils auront fait le point de la fonctionnalité. Ce qui est sûr, la machine est en route
pour prendre en charge de manière conséquente la population de Côte d'Ivoire. Au niveau du centre d'appel, je pense qu'on a dit que ça ne répondait pas. Je pense que c'est parce que c'est sollicité. Je pense que le nombre d'appels est passé du simple peut-être multiplié par 30 ou 50 ou 100, voire 100. Et même à ce niveau, il y a eu un renforcement de ce centre d'appel. Mais ça ne suffit toujours pas. Je pense qu'on prend bonne note des préoccupations pour améliorer le système. Cependant, je voudrais dire qu'il y a des gens aussi qui utilisent les lignes et qui posent des préoccupations qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Donc ça aussi, ça participe à encombrer un peu la ligne. Hein. Je crois que les gens de sapeurs-pompiers, ils sont mieux, je veux dire, aguerris sur ça. Les gens qui appellent pour de fausses informations. Et donc, quand vous appelez, c'est sûr que la ligne aussi, elle n'est pas accessible pour celui qui a vraiment besoin de la ligne. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, hein, mais je dis que c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc, des dispositions ont été prises pour que ce centre-là soit renforcé. Il y avait 2 lignes à l'époque. Nous sommes à 4 ou 5 lignes actuellement. Et tous les jours que Dieu fait que l'accompagnement de la riposte par des bonnes volontés se fait. Donc, le dispositif, comme je dis, il en marche. Il s'améliore de plus en plus. Personne n'était préparé à cette situation. Même les pays développés, je veux dire, ont des problèmes. Bon, donc, vous comprenez que c'est un peu difficile au départ, mais de plus en plus, je pense que les signaux qui parviennent sont de nature à rassurer que le gouvernement, en tout cas, en train de réaliser ses promesses par rapport à la prise en charge des populations ivoiriennes. Mais la contribution des Ivoiriens eux-mêmes est très importante. C'est-à-dire que les mesures barrières, pour le moment, dans le contexte actuel, c'est les seules, quoique contraignantes, mais qui sont efficaces. Elles sont efficaces pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en nous déplaçant moins, nous limitons les risques de propager la maladie. Nous réduisons également le risque de se faire contaminer soi-même. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Le fait de laver à l'eau, au savon ou d'utilisation de gel hydroalcoolique fréquente, vous voyez, donc on a parlé, j'ai touché. Si d'aventure, je n'avais pas le masque ou ceux qui sont suicidés à ce pupitre n'avaient pas le masque, les postillons que nous éjectons se mettent sur la surface. Et donc, quand je prends, vous voyez que instinctivement, on a tendance à se mettre la main, toucher le nez, tout ça. Donc voilà, ça n'allait de rien, mais c'est ça. Ça part de là. Et quand on va au supermarché, on touche les portes, bon, on touche les aliments, d'autres viennent après nous, et tout ça. Si on n'a pas une bonne hygiène des mains, quand on rentre chez nous, on revient aussi avec la maladie. Donc vraiment, en tout cas, l'appel du ministère de la Santé, il est le même. C'est ce qu'on peut dire. Les mesures barrières, si elles sont mises en œuvre de manière efficace, réduisent le risque de contamination et de propagation de la maladie. Ce n'est que ça. C'est-à-dire entre le gain de faire l'économie de ces mesures barrières et d'attendre d'être contaminé et de propager la maladie, je pense qu'il y a ici un choix à faire. Le choix, il est simple pour le moment. Donc vraiment, je profite de ce pupitre-là pour lancer l'appel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui est que nous nous approprions les mesures barrières pour le moment. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir ici le commissaire principal pour les questions liées à la sécurité. Merci, M. Bakary. Je pense que Dr Edith Clarisse Kwasi a pratiquement touché à la question des appels infructueux, des encombrements ou alors des appels sans suite. Je pense que nous sommes ici avec l'assistance des responsables du cabinet de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui, j'espère, ont pris bonne note. Autrement dit, je leur transmettrai vos préoccupations pour traitement diligent. Mais ce qu'il faut retenir
c'est également la sensibilisation faite hier par M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'occasion des dons aux pompiers civils. C'est de faire en sorte que la collaboration avec nos forces sur le terrain soit des plus optimales en leur apportant assistance à toute occasion. Parce que des gens se plaisent à appeler de façon fantaisiste, même en cette période d'état d'urgence, les pompiers ou la police secourent. Et puis au bout, il n'y a aucune action à mener. Les gens se déplacent. Le carburant aujourd'hui, qui est très sollicité parce que nous sommes partout en même temps, ils gaspillent du carburant, ils y arrivent, et leur énergie et leur disponibilité, il n'y a personne au bout. Il y a aussi la violence faite aux pompiers quand ils arrivent pour soi-disant des causes de retard. Mais vous ne savez pas, chers compatriotes, quelles sollicitations ces structures-là font l'objet. Et donc, il faut être indulgent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en écho à son message de sensibilisation, recommande la patience et l'indulgence avec nos forces, surtout au niveau des sapeurs-pompiers militaires. Il faut insister, les numéros passeront, mais nous rendrons compte de ce qu'il y a quelques difficultés, quelques dysfonctionnements qui vont être rapidement traités pour le bonheur, en tout cas, de nos compatriotes demandeurs. Merci. Voilà. De nombreuses préoccupations qui traduisent l'intérêt des Ivoiriens, qui traduisent l'engagement des Ivoiriens à freiner la maladie, à briser la chaîne de contamination, d'où toutes ces questions d'internautes, des gens ici présents sur ce site qui demandent des informations, qui veulent savoir des choses, qui ont des remontées, des suggestions, des critiques, des suggestions, des remarques, comme l'ont dit les différents intervenants ici, à commencer par Madame le ministre, le professeur Bakayoko Li Ramata, des préoccupations qui sont bien notées, qui seront prises en compte, là où il y a quelques améliorations à faire, elles seront faites, là où les choses doivent être renforcées, elles vont être renforcées. En tout cas, on voit bien l'intérêt que les Ivoiriens ont pour briser la chaîne de contamination donc, du Covid-19. C'est sur cela que nous allons terminer pour ce point de... Oui, pardon. Madame le ministre a un élément à ajouter. Voilà, Madame le ministre, vous avez la parole. Voilà, Madame le ministre est sur son téléphone, elle est en direct avec les internautes. Voilà. Séance tenante, j'ai reçu l'information suivante sur les 100 enfants que nous avons confinés dans 5 centres spécialisés, 3 de nos complexes et 2 centres privés. Il y a 43 qui ont accepté d'aller en famille. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie que nous anime aujourd'hui, parce que ces enfants, nous faisons toujours, il y a toujours un travail, une approche psychologique, des séances avec les parents, des visites des parents pour vraiment des médiations et tout par nos travailleurs sociaux. Et vraiment, je voudrais dire que nous allons, en tout cas, c'est très encourageant, nous allons continuer pour que nos enfants quittent la rue. Merci. Voilà, quelques dernières notes, la toute dernière donc avant de terminer. Une internaute, je pense, qui nous suit depuis New York City à New York. Nous venons de recevoir des sites de dépistage pour le grand public dans les hôpitaux et centres médicaux publics de New York depuis 2 jours. Merci donc à notre gouvernement. L'argument des pays développés ne justifie pas notre retard. Ce sont des échanges entre les internautes. Donc, pour vous dire combien nous sommes suivis, la déconcentration du dispositif de riposte avec l'implication remarquable des directeurs régionaux est à féliciter. Merci donc à vous pour le premier site opérationnel de Cocody. Voilà, c'est sur ces notes que nous terminons. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.